Je n'ai jamais eu soif de leur approbation. Du moins, c'est ce que je me répétais, debout dans ma suite d'angles, avec une vue imprenable sur les lumières de Paris. La ville grondait en contrebas, son murmure étouffé parvenant à peine à travers les baies vitrées. Sur l'écran de mon téléphone, une notification s'affichait, annonçant un nouveau message de mon frère aîné, « Papa a été licencié ». Les factures médicales de maman s'accumulent à une vitesse folle. Je sais que tu n'es probablement pas au mieux de ta forme, mais si tu pouvais aider, même un peu. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. Un rire dénué de toute joie. S'il savait. Une image me revint en mémoire. Moi, à 17 ans, debout dans la cuisine balayée par les vents de notre maison à Nantes, dans la région des Pays de la Loire. Sur la table, ma lettre d'admission à l'école des Beaux-Arts, et le visage de mon beau-père rouge de colère. ¿La fotografié? Tu appelles ça une carrière. Il serrait la lettre comme si elle était un charbon ardent. Tu vas gaspiller ta vie à courir après des rêves creux, Élise? Il est temps de grandir. Ma mère, appuyée contre l'évier, fixait le vide. Elle n'intervenait jamais quand il se mettait en colère, se contentant de s'effacer, me laissant seule face à la tempête. J'ai obtenu une bourse, murmurai-je, peinant à articuler les mots, et j'ai mis de l'argent de côté en travaillant comme serveuse. Assez. Tu feras médecine, comme ton frère. C'est non négociable. Mais cette fois, quelque chose a changé. Non, lâchai-je, comme un coup de foudre. Ce simple mot sembla briser quelque chose entre nous. Le visage de mon père devint écarlate, les veines de son front se gonflèrent. Alors, tire-toi. Tu te crois adulte? Prouve-le. Et ne reviens surtout pas me demander de l'aide. Cette même nuit, je fourrai à la hâte des vêtements usagés de seconde main dans un vieux sac à dos. Mon frère, Caleb Dubois, se tenait figé dans l'encadrement de la porte, comme frappé par la foudre. « Tu pars vraiment » murmura-t-il. « Je dois le faire. Je ne peux plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. » En fermant mon sac à dos, je remarquai ma mère, ombre silencieuse, se glisser dans la pièce. Elle était, comme toujours, peu loquace, se contentant de glisser silencieusement quelque chose dans ma main. Un petit sac de velours. Ta Claire voulait que tu reçoives ça le moment venu. Je crois que ce moment est arrivé. À l'intérieur se trouvait un ancien médaillon et une minuscule note pliée plusieurs fois, à laquelle était attachée une petite clé, la clé d'un coffre-fort. J'ouvris la lettre cette nuit-là, dans un motel miteux à $40 à la périphérie de la ville. Élise, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin fait le premier pas pour devenir toi-même. Je suis déjà fière de toi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas de demande, pas de preuve, seulement la création. Seulement ma propre vie. J'ai toujours su que tu t'en sortirais. Ces mots de la deuxième lettre de Claire se gravèrent dans ma mémoire, comme gravés dans la pierre. La clé que tu tiens ouvre le coffre numéro 247 à la banque du Lac Première. Ouvre-le quand tu te sentiras prête. Tu y trouveras ce dont tu as besoin pour commencer ton chemin. Et souviens-toi, ma chérie, l'art véritable ne consiste pas seulement à créer la beauté. C'est la capacité de voir un trésor là où les autres ne voient que l'ordinaire. Avec amour, pour toujours ta Claire. Le lendemain matin, le cœur battant, je franchis le seuil de la banque. Le coffre était minuscule, mais son contenu me stupéfia par sa diversité. Des bijoux anciens, des liasses de documents soigneusement ficelés et une autre lettre, comme un message du passé. Dans cette lettre, toute la vérité était révélée. Claire n'était pas seulement passionnée par les antiquités, elle était une collectionneuse passionnée, qui avait commencé son parcours dans les années 1930. Et ces bijoux n'étaient pas de la simple pacotille, mais d'authentiques chefs-d'œuvre de l'art nouveau et de l'art déco, précieusement conservés et transmis de génération en génération. Apporte ça à Rémi Vega, à Antiquité du Marais Nord. Il connaît la vraie valeur de ces trésors. J'ai failli laisser tomber la boîte des mains quand Rémi a terminé l'évaluation. La collection de bijoux valait une fortune, plus de $430 000. Mais ce qui a vraiment bouleversé ma vie, c'est ce qui s'est passé ensuite. Rémi me regarda attentivement, comme s'il me sondait l'âme. Son regard était perçant et évaluateur. Vous voyez de la valeur là où les autres sont aveugles. Ne voudriez-vous pas apprendre ce métier? Demanda-t-il, et sa voix était pleine d'espoir. Ce fut le début de ma transformation. Rémi est devenu mon guide dans le monde de l'art, m'enseignant patiemment toutes les subtilités. De la vérification de l'authenticité des chefs-d'œuvre à la conduite des négociations, des règles strictes de l'étiquette des enchères aux transactions en coulisses des collectionneurs privés. J'absorbais les connaissances comme une éponge, et mon admiration grandissait de jour en jour. À 20 ans, j'avais déjà ma propre petite plateforme en ligne, et à 24 ans, j'ai ouvert ma première galerie dans le prestigieux parc Monceau.
J'ai maintenant 27 ans, et je suis propriétaire d'un réseau national de salons d'art exclusifs, et ma fortune personnelle a dépassé les 14 600 000 $. Mais ma famille. Ils pensent toujours que je vivote de petits boulots ou que je me terre dans un appartement miteux sans ascenseur quelque part à Lyon. J'ai consciemment entretenu cette image. Pas de presse, pas d'interview, juste une croissance tranquille et discrète. Jusqu'à cette lettre de Caleb Dubois. Maman et papa sont couverts de dettes. Pourrais-tu nous aider un peu? Je suis restée figée, les yeux rivés sur l'écran, puis j'ai attrapé mon téléphone. Salut, Caleb Dubois. Amène-les tous les deux à mon bureau demain. À ton bureau? Quoi? Tu veux dire ce café où tu bossais avant? Il y avait de l'incrédulité dans sa voix. Non, à mon vrai bureau, Tour Montparnasse. Je t'envoie l'adresse. Il a éclaté de rire. Moi et la Tour Montparnasse? On ne rentre pas comme ça en faisant semblant. J'ai souri en contemplant les baies vitrées, offrant une vue imprenable sur Paris. J'ai acheté la Tour Montparnasse l'année dernière. Caleb Dubois, crois-moi, ils t'ouvriront les portes. Sois juste là à 9 h du matin. Et, Caleb Dubois, n'oublie pas de dire à maman et papa d'apporter tous les documents de l'hypothèque, chaque page. Le lendemain matin, je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, au sommet de la Tour Montparnasse, et je regardais la berline argentée de mes parents, visiblement usée, s'approcher lentement sur la voie privée. Même du 30e étage, je pouvais voir leurs jambes trembler lorsque le garde, dans son uniforme impeccable, les a accueillis et les a conduits non pas vers le hall principal, mais vers l'ascenseur de service qui montait directement à mon étage. Une sonnerie discrète à l'interphone. Mademoiselle Dubois, votre famille est arrivée, a annoncé la voix de mon assistante. Faites-les entrer, ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme et impassible, et je me suis tournée vers la porte. Et ils sont entrés. Mon père s'est figé au milieu de la pièce, comme si ses pieds étaient soudés au sol. Ma mère s'est agrippée au chambranle de la porte, les doigts blanchis, les yeux écarquillés de stupéfaction. Caleb Dubois est resté planté là, clignant des yeux, comme s'il espérait que toute cette scène surréaliste disparaisse s'il le souhaitait assez fort. Il s'attendait à voir un café miteux, au mieux un box loué, et non pas cet incroyable hybride de galeries et de bureaux, rempli de tableaux authentiques valant des fortunes et de vitrines étincelantes contenant des chefs-d'œuvre de l'art du XXe siècle. Pas cette table d'antiquaire art déco ayant appartenu à Roosevelt lui-même, pas cette vue imprenable sur Paris qui s'étendait à mes pieds, comme une couronne méritée. Élise, a murmuré ma mère, regardant autour d'elle avec fascination, qu'est-ce que c'est? J'ai souri discrètement, sentant une chaleur de triomphe m'envahir. C'est mon bureau. Bienvenue chez Dubois Fine Art and Acquisition. Le visage de mon père a commencé à se colorer instantanément d'une palette familière d'émotions. De l'incrédulité abasourdie à la négation furieuse. Non, a-t-il grogné en pointant le doigt dans le vide. Tu, barista. Tu vis dans un taudis. Toute ta vie, ce sont des photos de nouilles bon marché et de chiffons sales. Je me suis approché du mur et j'ai doucement passé mes doigts sur le cadre doré. Un tableau, acheté autrefois pour une somme dérisoire de 5 cents $, était désormais estimé à un montant faramineux de 2 300 000 $. En réalité, papa, je suis la PDG et la fondatrice de la plus grande société de courtage d'art privé aux États-Unis. Et ces postes, c'est une fiction soigneusement élaborée. Un mensonge stratégiquement calculé. La bouche de Caleb Dubois s'est ouverte et fermée sans bruit, comme un poisson échoué sur le rivage. La tour Montparnasse, a-t-il finalement balbutié, c'est à toi. À moi, ai-je terminé pour lui, sentant le triomphe emplir chaque cellule. Formellement, elle appartenait à ma société, mais comme j'étais propriétaire de cette société, cela revenait au même. Et là, mon père a explosé. Tu nous as caché ça. À ta famille. Il y avait une douleur et une offense non dissimulées dans sa voix. Cash? Quoi exactement? Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre. Prospera. Construire quelque chose de solide, de vrai. Te prouver que tu avais tort. Je me suis brusquement retournée vers le bureau, me suis lourdement assise sur ma chaise et j'ai fixé les papiers qu'ils tenaient dans leurs mains. Maintenant, revenons à votre hypothèque, ai-je coupé court, essayant de rendre ma voix aussi impassible que possible. Un silence de mort a envahi la pièce, si bien qu'on aurait cru pouvoir entendre les cœurs battre. La colère de mon père s'est comme évaporée. Ma mère, d'un air perdu, a passé ses doigts sur le bord du bureau, comme pour s'assurer que ce qui se passait n'était pas un cauchemar. Et si vous avez trouvé que c'était tendu maintenant, ai-je pensé, vous n'avez encore rien entendu de ce que j'ai prévu pour eux ensuite. Caleb Dubois est resté planté là, la bouche bée, et il ne quittait pas des yeux le livre de comptabilité original exposé à côté du bar à expresso, comme fasciné.
J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché mon tableau de bord et je l'ai lentement tourné vers eux. Puisqu'on a décidé d'être franc, ai-je dit, voici mon solde actuel, 14 236 542 $. Ma mère a poussé un soupir étouffé en se cachant la bouche avec sa main. Les doigts de mon père ont tremblé lorsqu'il s'est agrippé convulsivement à l'accoudoir de son fauteuil. Caleb Dubois, comme foudroyé, a laissé tomber sa sacoche en cuir, celle dont il s'était vanté à Thanksgiving, en racontant que c'était un cadeau pour sa promotion. Voilà pourquoi vous êtes ici, dis-je d'un ton égal et glacial, en faisant glisser le dossier sur le bureau. Vous avez 3 mois de retard sur votre hypothèque. La procédure de saisie est engagée. Comment le savez-vous ? Murmura Caleb Dubois, comme si l'air avait quitté ses poumons. Je ne bronchais pas. Je suis l'actionnaire majoritaire d'Allée des Puits. Votre créancier hypothécaire. Je sais absolument tout. J'ai jeté un regard à mon père, et mon ton était chargé d'acier. Tes paris boursiers ratés, les dettes de soins de santé insurmontables de maman, et Caleb Dubois, ton projet de copropriété ambitieux mais raté à Belleville. Mon père retrouva enfin la parole. Tu savais que nous étions dans une situation désespérée, et tu n'as rien dit ? Nous sommes ta famille, Élise. Je me suis levée lentement, en m'appuyant des 2 mains sur mon bureau art déco. Tu te souviens de cette nuit où vous m'avez mise à la porte ? Ne reviens pas en rampant quand tu auras échoué. Tes mots, papa. Nous essayions de te protéger, rétorqua-t-il obstinément, les yeux plissés. Non, coupai-je calmement, mais chaque mot était empreint d'une détermination inébranlable. Vous essayez de me contrôler. Ce n'est pas la même chose. Je me suis approché de la fenêtre. L'horizon de la ville, constellé de lumière, brillait comme un empire que j'avais secrètement bâti. 10 ans. Aucun soutien, aucune foi. Seulement moi, mon intuition et la clé que Claire m'a donnée. Maman leva brusquement la tête, son regard rempli d'appréhension. Claire ? Qu'est-ce qu'elle t'a donné ? La foi, répondis-je, en me tournant vers eux. Elle a vu en moi ce que personne d'autre n'a vu. Que j'en étais capable. Que je créerais quelque chose de valable. J'ai balayé leur visage stupéfait du regard. À chaque fête, vous vous moquiez de moi. Tu dessines toujours, Élise. Peut-être qu'il est temps de postuler comme réceptionniste chez Caleb Dubois, Élise. Caleb Dubois détourna prudemment le regard, mais je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Et maintenant, continuai-je, ma voix vibrante d'amertume, maintenant que vous avez vu les chiffres sur mon compte bancaire, je suis soudainement redevenu de la famille. Soudain, j'ai de la valeur. Mon père se redressa, comme un soldat au garde à vous. Mode affaires activé, dit-il d'une voix sèche. Nous pouvons en discuter plus tard. Pour l'instant, nous devons arrêter. Ici et maintenant, l'interrompis-je, ma voix aussi dure que du granit. Je levai la main, l'arrêtant. Avant que tu ne dises un mot, laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai appuyé sur un bouton de mon bureau, et un écran géant derrière moi s'est animé, scintillant d'une lumière vive. Un par un, des fichiers ont commencé à apparaître, relevés bancaires, titres de propriété, avis de retard de paiement, graphiques d'investissement ratés. Ceci, dis-je d'un ton égal, c'est tout. Chaque prêt, chaque dette, chaque échec. La somme totale nécessaire pour effacer tout ça, pour stabiliser votre situation précaire, s'élève à exactement 2 400 000 $. Une lueur que je n'avais pas vue depuis une éternité brilla dans les yeux de mon père. De l'espoir. Les lèvres de Caleb Dubois s'entr'ouvrirent dans un sourire stupéfait. Maman tendit la main, essayant de toucher délicatement ma main, mais je la retirai brusquement. Cet argent, il était mis de côté pour les mauvais jours, depuis longtemps. Chaque fois qu'un problème se profilait, quand les lettres menaçantes de la banque concernant la saisie arrivaient, j'observais. J'attendais, tout simplement. Tu attendais quoi ? Demanda Caleb Dubois avec impatience. Que tu reprennes tes esprits. Que tu assumes tes responsabilités. Mais tu n'as jamais pu. Je me suis levée, sentant le poids de ces mots peser sur moi. Au lieu de ça, tu as continué à emprunter. À hypothéquer la maison à nouveau. À brûler tous les ponts. Et tu as toujours blâmé les circonstances. Je me suis approchée du bureau et me suis assise, les regardant droit dans les yeux. Voici ce qui va se passer. Je vais rembourser toutes vos dettes. Je vais sauver notre maison. Et je vais même créer une fiducie pour assurer notre sécurité financière à l'avenir. Ils se mirent à parler en même temps, se coupant la parole, leur voix emplie de soulagement et d'excitation. Je levai la main, demandant le silence. Mais il y a des conditions.
Un silence tendu s'installa dans la pièce. Des conditions. Papa, tu prends ta retraite. Plus de fonds spéculatifs. Plus de projets crypto-fous. Repose-toi, tout simplement. Tu l'as mérité, mais tu nous as aussi coûté cher. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Deuxièmement, dis-je en me tournant vers Caleb Dubois. Tu arrêtes ton projet de copropriété raté à Belleville. Et tu t'inscris à ce programme de musicothérapie dont tu me parlais autrefois, avant de t'enterrer dans cet immobilier. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il n'avait pas parlé de ce rêve depuis 10 ans. Maman, dis-je doucement, mais fermement, tu vas ouvrir cette librairie au bord du lac dont tu as toujours rêvé. Je vais la financer. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Elle avait enterré ce rêve il y a 30 ans pour soutenir les ambitions de mon père. Et enfin, dis-je en balayant leur regard. Nous allons consulter un psychothérapeute chaque semaine. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'argent depuis longtemps. Et je ne vais plus faire semblant que ce n'est pas le cas. Mon père ouvrit la bouche, prêt à protester, mais ma mère l'arrêta en posant sa main sur la sienne. Nous allons le faire, murmura-t-elle en serrant ses doigts. Tout cela. J'acquiesçai, une fois, brièvement et avec détermination, et appuyai sur le bouton de l'interphone. Anne, apporte le contrat. Ces documents officialiseront tout, dis-je en leur tendant les dossiers par-dessus la table. Le remboursement de la dette, la création de la fiducie, toutes les conditions. Emportez-les chez vous et lisez chaque ligne. Ils hochèrent la tête, encore sous le choc. Les mains de mon père tremblaient lorsqu'il tenait les papiers, comme s'il craignait qu'ils ne disparaissent s'il clignait des yeux. Alors qu'il se tournait pour partir, je repris la parole, doucement, mais fermement. Et, papa, ce que tu as dit il y a 10 ans, de m'appeler quand j'échouerais. Il se tourna vers moi. Sur son visage, un mélange complexe de culpabilité, de fierté et de quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Des regrets. Je le regardai droit dans les yeux. Je n'ai jamais échoué. J'ai juste réussi sans toi. Ces mots, comme des aiguilles de glace, transpercèrent le silence qui régnait dans l'air. Ils partirent sans un mot, ne laissant derrière eux qu'un silence assourdissant. Je me penchai à la fenêtre, observant attentivement leurs voitures disparaître dans le flot incessant des voitures se dirigeant vers le cœur de la ville. Un instant plus tard, Anne, mon assistante fidèle, entra silencieusement dans le bureau. Elle posa une tasse de thé à la camomille fumant sur le bord de la table. Anne sentait toujours mon état d'esprit. « Ça va ?» demanda sa voix douce et attentionnée. Je restai silencieuse, plongée dans un tourbillon de souvenirs. Les fêtes solitaires, les nuits blanches passées à travailler jusqu'à l'aube, les moments où les doutes me rongeaient comme des oiseaux de proie. Puis je pensai au présent, à cette paix qui envahissait lentement mais sûrement mon âme. « Oui », répondis-je, et un léger sourire imperceptible effleura mes lèvres. « Je crois que oui. » Le lendemain matin, ils revinrent. Dans leurs mains, les documents signés, sur leurs visages, des sourires timides et incertains, et sur leurs épaules, le poids d'un destin complètement différent. Bien sûr, tout n'a pas changé du jour au lendemain. Les années de silence et les vieilles blessures ne disparaissent pas comme par magie, simplement parce que l'on a signé un papier. Mais c'était un début. Et c'était suffisant. Papa prit sa retraite, une vraie retraite. Un matin, autour d'une tasse de café, il me demanda pardon. Je ne pleurai pas, mais quelque chose en moi se brisa, se libéra. Maman réalisa son rêve de toujours et ouvrit une librairie, Violet Finch, nichée au cœur du Vieux-Lyon. Les habitants l'adorent. Et elle aussi. Caleb Dubois reprit ses études et enseigne désormais la musicothérapie dans une petite école privée près de la place de la Concorde. Son sourire ne semble plus forcé, il y a de la sincérité et de la chaleur. Je ne me cachai plus, continuant à créer. Assez de minimiser mes réalisations, de les enterrer sous un masque de fausse modestie. La vraie force ne naît pas du désir de prouver que les autres ont tort, mais de la certitude d'avoir raison. Sur mon bureau, comme un phare du passé, trône un ancien coffret à bijoux clairs. À l'intérieur, le seul bijou que je n'ai pas pu vendre. Un simple médaillon en or, et à l'intérieur, sa photo. Dans les moments de doute, je l'ouvre et relis sa note, chaque mot comme une bouffée d'air frais. Le véritable art n'est pas seulement la création de la beauté. C'est la capacité de voir un trésor là où les autres ne voient que l'ordinaire. Comme elle avait raison. Et le trésor le plus rare, le plus précieux que j'ai jamais trouvé, c'est la conscience de ma propre valeur.